Florence Coussy, que vous connaissez certainement, Sophie Franck, d'autres personnes qui ont été invitées à parler avant moi. Je suis ravie d'avoir été à nouveau invitée d'ailleurs pour vous parler de l'hormonothérapie. Je suis donc gynécologue médicale, mais j'ai une spécialisation en cancérologie et j'exerce à l'Institut Curie au site de Saint-Cloud. Je vois des patientes qui ont exclusivement des cancers du sein et après j'ai une activité à l'hôpital de jour où je vois d'autres patients. Mais ma patientèle principale, c'est des patientes atteintes de cancer du sein. Aujourd'hui, on m'a demandé de faire une introduction à l'hormonothérapie adjuvante, donc ça va me permettre de rappeler, ce que ça veut dire adjuvante, ce que ça veut dire l'hormonothérapie. Ensuite, vous verrez le docteur Angelier, qui est la chef de service des soins de support à Saint-Cloud et qui va vous présenter les médecines complémentaires, un sujet absolument passionnant qui a déchaîné les foules, la dernière fois quand on a eu la chance d'en parler en décembre, en fin d'année dernière. Et ensuite, on prendra un temps pour les questions. Donc, on va faire moi, docteur Angelier, et des questions à la fin, si ça vous va. Je dois rappeler que c'est filmé, donc il faut bien désactiver vos caméras parce que sinon, on ne pourra pas le mettre en ligne. Et puis, si vous pouvez penser à désactiver vos micros quand vous arrivez, voilà, tout le monde l'a fait, mais souvent, c'est les gens qui arrivent qui ont encore les micros. Voilà, c'est tout pour les consignes. Je vais essayer de partager mon écran. Et Sophie, si tu peux me dire si vous le voyez bien. Oui, c'est parfait. Merci. Super, merci beaucoup. Merci. Donc les conférences, Florence Coussy organise ça, là c'est mensuel avec des sujets à chaque fois différents et passionnants. Le prochain c'est en mai, ce sera docteur Donadieu qui vous dira tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'hormonothérapie, hyper vendeur. Et en juin, ce sera particulièrement sur les interactions médicamenteuses, sujet intéressant puisque quand on prend un comprimé, il faut quand même s'intéresser si on prend à côté de l'homéopathie, des plantes, d'autres médicaments pour d'autres pathologies, savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas. Les vidéos précédentes sont en ligne. Vous pouvez les retrouver sur la page Curie. Et sur YouTube, j'avais regardé la dernière fois en tapant dans n'importe quel de moteur de recherche hormonothérapie et Curie, vous tombez facilement sur les précédentes conférences. Donc la première question à se poser quand je parle de l'introduction à l'hormonothérapie adjuvante, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot adjuvant? Le mot adjuvant, pour le comprendre, il faut partir du début, du parcours du cancer du sein. Quand on arrive, avec, sa boule dans le sein, on le sait et on va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. C'est-à-dire que les médecins vont nous prescrire un PET scanner ou bien un scanner, une scintigraphie osseuse ou bien, une radio, une écho, il y a plein de façons de faire un bilan d'extension et à la fin, ils vont nous classer dans leur tête, les sénologues, d'un côté ou de l'autre. Soit un cancer du sein qui est directement un stade qu'on appelle avancé, soit un cancer du sein précoce, et c'est là toute la différence. Je vais vous présenter les deux possibilités et vous donner un exemple, mais ce qu'il faut retenir, c'est que adjuvant, c'est quand on est dans le cancer du sein précoce. Le cancer du sein avancé, c'est quand la maladie qui a débuté au niveau du sein, avec des cellules du sein qui se sont transformées en cancer, ont réussi à migrer en passant souvent d'abord par les ganglions sous les selles, à la circulation générale et envoyer en fait des missiles qui vont pouvoir se déposer dans les organes, dans les os. Et c'est ça le cancer du sein avancé, c'est le cancer du sein qui est métastatique ou dans le langage courant, on appelle aussi généralisé. On peut comprendre qu'une fois qu'il y a une maladie qui a réussi à s'échapper et qui est dans la circulation générale, il va y avoir besoin d'un traitement qui passe au niveau général pour contenir cette maladie. Le but, ça va pas être de complètement l'éradiquer, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas faisable. Ça va être de contenir les choses pour que la maladie arrête de progresser, ne se diffuse pas dans plus d'organes, ne grossisse pas et ne cause pas de soucis, de douleurs ou de choses qui pourraient mettre la vie en péril. L'objectif dans le cancer du sein avancé, c'est de limiter la progression pour prolonger la vie dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre du cancer du sein métastatique. À l'inverse, quand on est plus chanceux, on arrive à un stade précoce, c'est-à-dire qu'il y a une boule qui s'est développée dans le sein. Peut-être qu'il y a quelques cellules qui sont parties dans les ganglions, mais en tout cas, au bilan d'extension, on voit que sur le reste du corps, il n'y a pas de maladie. Et ça, c'est vraiment la différence. C'est une démarche complètement différente puisque là, on va être dans une démarche curative. On va se débarrasser des cellules du cancer qui sont présentes dans le corps. On va prendre un tas de traitements
pour nettoyer le corps et surtout, l'objectif du médecin à ce moment-là, c'est de prévenir ce qu'on appelle la récidive ou la rechute. Quand on a un cancer du sein précoce, on veut guérir, on veut tout enlever et on veut plus en entendre parler. Pour faire ça, on va proposer déjà d'enlever la boule qu'il y a dans le sein, d'aller nettoyer les ganglions sous l'aisselle. Derrière, on va faire de la chimiothérapie. Il y aura un protocole établi. Souvent, les médecins vont vous dire, bon bah voilà, on va faire 3 d'une telle sorte de chimio avec tels effets secondaires, puis 3 d'une autre. Et après, c'est fini, c'est 6 puis stop. On va vous dire peut-être, sur votre cancer du sein, il y a quelque chose qui s'appelle HER2, donc on va vous donner une thérapie ciblée anti-HER2. Et là, bon, on a le droit en plus à toutes les 3 semaines de l'Herceptine pendant 1 an, peut-être du Catila, c'est peut-être des mots que vous avez entendus. Derrière, on va rajouter de la radiothérapie pour limiter la progression locale, c'est-à-dire que la chirurgie va enlever les cellules, mais on va faire de la radiothérapie pour bien fixer les choses pour pas que ça repousse. On va pouvoir en plus prendre comme ça des aires ganglionnaires qui sont pas forcément accessibles à la chirurgie, pardon. Et quand tout ça sera fini, on va partir sur l'hormonothérapie, où on va vous dire, bon bah voilà, pendant 5 ans, vous prenez un comprimé. 2 cas cliniques, pour avoir un peu l'idée de ce qui se passe en vie réelle et c'est hyper fréquent. D'un côté, le cancer du sein avancé, c'est la petite mamie de 80 ans qui, sent bien qu'il y a une boule, dans le sein, qui est là depuis plusieurs mois, qui a tendance à grossir. En plus, sous l'aisselle, on commence à sentir un peu des ganglions, mais bon, à cet âge-là, on va pas non plus commencer à s'embêter avec ça. Et puis finalement, les petits enfants mettent un peu la pression quand même: «Mamie, cette boule, ça serait bien que tu ailles voir le docteur». Et du coup, on y va. Il nous fait le bilan d'extension. On voit qu'il y a des cellules aussi dans les os. Alors bon, docteur, quand même, vous allez pas me faire de la chimiothérapie à mon âge, j'ai plus l'âge de ça. Moi, je veux profiter, être tranquille, faire mes courses, m'occuper de mon jardin, promener mon chien, j'ai pas envie de me fatiguer avec des traitements comme ça. Et là, le docteur va lui dire: «Non, vous inquiétez pas, je vais vous donner un comprimé par jour et ça va permettre de limiter les choses». Et la patiente, elle va repartir hyper contente avec son comprimé tous les jours. Elle va sentir, pour elle, quasiment aucun effet secondaire. Par contre, ce qu'elle va voir, c'est la boule dans son sein devenir plus souple, diminuer de taille, et elle va se dire, c'est quand même vraiment bien l'hormonothérapie. En face, on a la dame, cinquantenaire, active, elle est sur tous les fronts, elle travaille, elle est chef d'équipe, elle a ses adolescents à la maison, elle a son mec, elle essaye de faire sa vie de couple, elle est avec ses copines, on essaye de faire des sorties, bon, en temps de covid un peu plus compliqué. Elle fait le pilate, elle est dans plein de trucs, patiente hyper active et puis elle fait quand même sa mammographie tous les 2 ans. Elle vient de recevoir, l'invitation, de la sécu et on lui trouve, une, petite, truc pas encore, qu'on sent pas encore dans le sein, mais sur l'imagerie, c'est non équivoque. On fait la biopsie, c'est marqué le mot cancer, on va consulter et là on nous explique, je vous demanderai juste de couper votre micro si c'est possible ou Sophie si tu arrives à couper pour, Et donc cette patiente a le diagnostic de cancer, on lui fait le bilan d'extension. Heureusement, on la rassure, le cancer est limité au niveau du sein. Hem et donc là, elle va entendre un médecin lui expliquer qu'elle en a pour 1 an de traitement. Elle va pouvoir, commencer par la chirurgie. On va enchaîner ensuite, avec la chimiothérapie. Elle va perdre ses cheveux, avoir des nausées, tout ça. Bon, OK, c'est parti pour, plusieurs mois de chimiothérapie, absolument, pas du tout agréable, mais heureusement l'entourage est présent, on voit les médecins, souvent et puis, bon, bah, c'est fini, les cheveux commencent à repousser. Bon, bah, on a mal aux ongles, on a plein de séquelles et tout ça, mais on enchaîne sur la radiothérapie, pas le temps de s'arrêter. On va tous les jours, à l'hôpital du lundi au vendredi pendant 5 semaines, et puis enfin on nous dit: «Bon, bah, c'est bon, voilà, vous avez fait votre traitement et maintenant vous allez juste prendre un petit comprimé, 1 par jour, pendant 5 ans. Vous allez voir à côté de ce que vous avez vécu, rien du tout». Et du coup, là, cette femme se retrouve, dans la situation où, après ce raz-de-marée de 1 an, à venir, toutes les 2 secondes à l'hôpital avec tout l'entourage présent, à essayer quand même de faire semblant qu'on n'est pas malade même si on n'a pas de cheveux, voilà. Tout d'un coup, tout le monde se désintéresse, on vient plus à l'hôpital, on nous dit: «Ah dans 6 mois». La famille, ben, maintenant tu vas mieux, le cancer c'est derrière toi donc c'est quoi le problème? On doit retourner au travail, le manager a toujours les mêmes problèmes sauf que nous en attendant, en étant passés par un cancer, c'est quand même plus exactement pareil. Et puis, on a ce comprimé qu'il faut prendre tous les jours
Et donc non seulement c'est pas franchement facile, la situation dans laquelle on est, psychologiquement à ce moment-là, complètement, délaissé après cette aventure incroyable, mais en plus ce comprimé, il fait que quand on se lève le matin, on a mal à toutes les articulations, on se sent comme une mamie. La nuit, on a des bouffées de chaleur qui nous trempent les draps, on est obligé de changer de pyjama. On se sent, comme une vieille, tout de la sécheresse, on a des dans la vie de couple, c'est quand même pas vraiment évident, de se ressentir bien après tout ce qui nous est passé dessus, en plus ce comprimé. Donc on se demande: «Est-ce que le médecin, c'est vraiment juste un sadique? Pourquoi est-ce qu'il me fait encore passer par ça?» Et donc le but, c'est de vous expliquer juste pourquoi on n'est pas franchement sadique et qu'on a vraiment envie que vous le preniez ce comprimé. Qu'est-ce que c'est l'hormonothérapie? Ça concerne plus de 3/4 des patientes qui ont un cancer du sein. Ça veut dire que quand on va étudier les cellules, du cancer du sein à la biopsie, on va voir qu'à la surface, il y a des récepteurs aux hormones. Il y a des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, les 2 hormones principales féminines, dans une proportion de plus de 10. C'est le seuil qu'on a retenu en France. Les hormones, quand elles se fixent sur ces récepteurs, c'est vraiment de l'engrais pour les cellules. Ça leur donne à manger, elles peuvent proliférer et donc augmenter quoi dans le corps. Le blocage hormonal, qu'est-ce que c'est? Au départ, on a des glandes dans le cerveau qui s'appellent l'hypothalamus, qui va donner l'ordre à l'hypophyse de sécréter ses propres hormones. Et l'hypophyse va aller dire aux ovaires, allez-y, balancez l'œstrogène, la progestérone, vous pouvez y aller. Et ça fait qu'on a des cycles menstruels tous les mois et qu'on peut se reproduire et plein de choses très bénéfiques. Quand on est ménopausé, même si, les ovaires arrêtent de fonctionner, on continue à produire des hormones dans les glandes qui s'appellent les surrénales, des glandes au-dessus du rein, qui vont produire des androgènes, qui vont s'aromatiser en œstrogènes et donc c'est comme ça qu'on finit par, toujours produire quand même des hormones féminines et tant mieux parce que c'est bon pour nos os, c'est bon pour notre peau, c'est bon pour notre morale, c'est bon pour plein de choses. Seulement quand on a un cancer du sein, on vient de le dire, ça donne de l'engrais. Donc on va essayer de trouver des mécanismes pour bloquer ces hormones. Les leviers qu'on a, un des médicaments qu'on connaît le mieux, c'est le tamoxifène. Le tamoxifène, il va agir directement à la surface des cellules cancéreuses, si elles existent dans le corps, et bloquer les récepteurs aux cellules. Et la deuxième chose qu'on connaît très bien, c'est les aromatases. On a des anti-aromatases qui empêchent cette enzyme d'aromatiser les androgènes en œstrogènes. Ça, c'est nos deux principales choses. Et chez les dames non ménopausées, on va pouvoir en plus utiliser, 2 possibilités, soit des piqûres qui vont permettre de bloquer, la production ici, ça s'appelle les agonistes GnRH et ça va en fait provoquer une ménopause artificielle. On peut également enlever les ovaires, hein, c'est plus radical, mais ça permet aussi de provoquer une ménopause. Et donc, comme je vous disais, le tamoxifène, les anti-aromatases. Les types d'hormonothérapie, c'est sûrement des noms que vous avez déjà entendus. Les anti-aromatases qui sont les 3, en fait, il y a le létrozole qui s'appelle aussi Femara, l'anastrozole qui est l'arimidex et l'aromazine qui s'appelle l'exemestane. Parfois, on peut passer de l'un à l'autre quand il y en a un qui est pas forcément, très bien toléré, de passer d'une classe à une autre ou même, du létrozole au Femara, des fois en inscrivant non substituable ou d'autres, possibilités. On voit que c'est pas toléré, de la même façon, donc ça peut être, une des possibilités d'action quand on supporte pas bien. Pour les agonistes, donc ça, c'est moins fréquent et on va pas s'arrêter dessus, mais c'est des injections qu'on fait soit tous les mois, soit tous les 3 mois pour, arrêter le fonctionnement des ovaires. Pour chaque médicament qu'on donne, le médecin apprend qu'il y a une balance bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va essayer de provoquer quelque chose, de diminuer un effet, on sait qu'on va aussi faire, un effet, n un risque quoi. Par exemple, le Doliprane, on sait que ça va calmer les douleurs, mais on sait que ça va pas être très bon à certaines doses pour le foie. L'hormonothérapie, c'est pareil. Les bénéfices, ils sont très importants à considérer parce que c'est ça que le médecin a en tête quand il vous donne ce comprimé et qu'il vous dit, «Ça va bien se passer». Voilà ce que lui, il voit. Il voit que dans ses études, qui datent maintenant de dizaines d'années, enfin là, on est sur, des études, qui ont 20-30 ans, le tamoxifène, quand on a commencé à le donner à des patientes, on a vu que le risque de rechute par rapport aux dames qui n'avaient pas d'hormonothérapie, donc on parle bien sûr que des cancers hormonodépendants avec des récepteurs aux hormones à la surface, le risque de récidive, il diminuait de 40 par rapport aux patientes sans hormonothérapie. Il y a peu, d'autres, médicaments qui donnent des pourcentages pareils. Pareil, on a réussi à prouver sur les études que ça diminuait la mortalité. Ça, c'est rare aussi parce que
on peut récidiver, mais rester quand même avec un cancer métastatique des années et des années, bien sûr, et sans qu'il y ait un gain forcément du tamoxifène sur le fait de mourir ou de pas mourir. Il y a peu de médicaments qui montrent qu'il va y avoir un bénéfice en termes de mortalité, et ce bénéfice, il est énorme puisqu'il va diminuer de 30%. On voit aussi que ce bénéfice, il persiste. Quand on a pris le comprimé pendant 5 ans et qu'on l'arrête, il va continuer à être bénéfique chez les patients qui l'ont pris pendant une durée de 15 ans encore derrière. Donc c'est vraiment un bénéfice qui se poursuit à long terme. Les anti-aromatases ont réussi à faire encore mieux, puisque on prend déjà le bénéfice sur le tamoxifène, il fait encore 20% mieux que le tamoxifène. Par contre, il y a tout un cortège d'effets secondaires que sûrement si vous êtes là, vous en expérimentez, certains. Ceux qui sont, les plus fréquents et qui sont communs au tamoxifène qui est plutôt donc on l'a dit, l'hormonothérapie de la patiente, on l'a pas dit donc je le précise pardon, de la patiente non ménopausée et les anti-aromatases qui sont ceux, des patientes ménopausées. Les effets secondaires qui sont assez fréquents dans les 2 cas, c'est les bouffées de chaleur, cette, sensation comme ça que tout chauffe d'un coup, on sue, on se sent pas bien. Les arthralgies, c'est les raideurs matinales le matin quand on met un peu de temps à se dérouiller avant de pouvoir, se mettre en route. La prise de poids, puisqu'on sait qu'on retient plus d'eau au départ, quand on prend de l'hormonothérapie, ça peut donner plus faim et il y a des dames qui vont, jusqu'à prendre pas mal de poids parce que ça donne aussi envie de grignoter et finalement, il y a plein de choses qui se mélangent qui font qu'on finit par, prendre pas mal de poids. Ça fatigue évidemment. Il y a des troubles de la mémoire qui sont décrits, non seulement, liés à la chimiothérapie, il y a le chemobrain, là, c'est à la mode dans les essais cliniques puisqu'on sait que la chimiothérapie, elle va causer pendant 1 an encore derrière des troubles de la concentration, de la mémoire et l'hormonothérapie participe aussi. Et après, plus spécifique au tamoxifène, il peut y avoir des accidents thrombotiques, c'est par exemple, le risque de phlébite, c'est vraiment très rare, c'est anecdotique, mais il faut le prendre en compte et ça augmente sensiblement le risque de cancer de l'endomètre. Donc on va être amené à vous prescrire une échographie pelvienne au début et il y a certains médecins qui décident de renouveler ça tous les ans ou de vous dire si jamais il y a des saignements qui apparaissent, à ce moment-là, il faut refaire une échographie. C'est très, très rare également, mais c'est les 2 choses, que le médecin doit toujours garder en tête quand il prescrit du tamoxifène. Ça perturbe les cycles, il peut y avoir des pertes vaginales inhabituelles. Il y a parfois, des troubles de la vision qui sont décrits aussi. Tout ça, c'est des choses quand même qui restent assez rares. Les anti-aromatases, on surveille, l'os avec l'ostéodensitométrie parce que déjà le fait de plus avoir d'hormones féminines, ça fragilise l'os, mais l'hormonothérapie en plus, fragilise d'autant plus, donc on vérifie qu'on passe pas vers l'ostéoporose. Il y a la sécheresse vaginale avec des troubles de la sexualité qui sont encore pas assez décrits, mais que toutes les patientes expérimentent. Les troubles de l'humeur, on peut, être plus irritable, c'est 100 des patientes si on leur pose la question et puis on surveille aussi le bilan du cholestérol. Voilà, donc il y a des choses, pour les médecins à savoir. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, il y a plein, plein de choses qui existent pour contrer ces effets secondaires. C'est-à-dire que tout ça, ça doit pas vous décourager de prendre l'hormonothérapie parce que si vous en parlez aux médecins, aux associations de patientes, il y a énormément de gens qui s'intéressent à ça. Pour les bouffées de chaleur, on peut prendre des pollens, de l'homéopathie. Il y a des médicaments qui s'appellent le Cérélis, la Bufène. C'est pas remboursé, c'est ça le problème, mais ça peut vraiment diminuer le nombre de bouffées de chaleur par jour. L'acupuncture marche très bien. Il y a l'auriculothérapie avec plein de nouveaux spécialistes. Il y a l'hypnose. On a une infirmière à Saint-Cloud qui est remboursée. Donc il y a des choses comme ça. Ce qu'on va vous marteler tout le temps, c'est que l'activité physique, c'est vraiment ça qui aide pour, les douleurs, articulaires. Les dames qui marchent tous les jours, elles sont pas du tout dans le même état que les dames qui restent dans leur canapé et surtout en ce moment, on le voit avec le confinement, on bouge beaucoup moins et on a beaucoup plus mal et on est beaucoup plus triste et on prend beaucoup plus de poids. Donc il faut vraiment se forcer à sortir tous les jours, marcher. Il y a les diététiciennes en ville qui peuvent aider pour le poids. Il y a les exercices d'entraînement cérébral qui marchent très bien contre les troubles de mémoire et de concentration. Les accidents thrombotiques, c'est vraiment à la marge. En ce moment, c'est à la mode à nouveau avec l'AstraZeneca, mais c'est des choses qu'on repère quand même rapidement, qui se soignent. Il y a la surveillance échographique pour l'endomètre, il y a possibilité de bloquer les ovaires s'il y a des troubles du cycle, il y a les gynécologues, il y a les ophtalmos. On surveille l'os, on donne de la vitamine D et du calcium. Pour, les troubles de la sexualité, on est nul pour l'instant franchement, mais on arrive, il y a des études qui arrivent, on essaye de monter un parcours. Il y a des gynécologues qui sont,
au courant que c'est vraiment une problématique qui est inexploitée et qu'on ne vous apporte pas les réponses qu'il faut en ce moment, mais on va s'améliorer, on vous promet. En attendant, vous pouvez en parler avec vos gynécos. Il y a des lasers aussi qui sont arrivés et qui vont vraiment faire la différence. Il ne faut pas hésiter à se faire suivre par les psychologues, il y a les associations de patientes, il y a plein de choses, il faut en parler entre vous et avec nous. Et en conclusion, le bénéfice de l'hormonothérapie, il est tellement important qu'il ne faut absolument pas s'en priver. On sait qu'on vous met la misère, mais on sait pourquoi on le fait, donc on continue quand même à essayer de vous convaincre. On sait qu'il y a plein d'effets secondaires et on est là pour vous accompagner. Et il faut vraiment pas cracher sur l'activité physique adaptée, le pilate, le qigong, la marche, tout ce que vous pouvez faire, ça sera toujours un bénéfice important. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous dire tout ça. Merci beaucoup. Merci. Elisabeth Angelier, je sais pas. Alors, elle avait des soucis de connexion. Est-ce qu'elle nous entend? Ah, alors il y a un souci de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je vais mettre en partage le fichier. Oups. Alors, peut-être... Alors, je peux partager mon écran. Alors, bonjour mesdames. Je pense, je ne sais pas s'il y a des hommes, en tout cas des accompagnants. Je suis très désolée parce que moi, je vais pouvoir vous parler, mais je ne vous entends pas. Et du coup, dans un premier temps, je vais vous dire un peu ce que j'avais à vous dire en médecine complémentaire et traitement anti-hormonaux à la suite de l'exposé que vous a fait Manon. On avait déjà travaillé ensemble et donc bien sûr, je sais comment elle présente son diaporama et je l'ai vu se défiler. Je suis le docteur Angelier, je suis un des médecins du soin de support, donc oncologue aussi et particulièrement attaché à tout ce qui est symptômes, traitement de ces symptômes si on peut. Et on avait choisi avec le docteur Mangiardi de vous présenter des thérapies complémentaires plutôt que les médicaments. J'aurai quand même quelques petits mots sur les médicaments, mais pas beaucoup. Et après, je serai vraiment ouverte à vos questions, si vous pouvez donc les poser par écrit. Alors, la deuxième diapo. Et c'est Sophie qui est obligée de les passer, parce que moi, je n'ai pas... Enfin, voilà, comme je suis à distance. Donc, c'est bien sûr un sujet un peu difficile. La cohabitation entre la médecine allopathique et les médecines complémentaires n'est jamais simple, mais aussi parce que
La littérature n'est pas très riche dans ces domaines-là, la littérature que nous, on accepte comme une littérature médicale. Et les études sont très difficiles à mener. La reproductibilité n'est pas simple, vous allez le voir. Et puis parfois, c'est personne dépendant, hein, par exemple pour certains acupuncteurs ou des naturopathes. Enfin, voilà. Ça donne des débats passionnés qui pourraient opposer les différentes approches, alors qu'il faut vraiment essayer de travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Il y a une vraie fluctuation de la science. Donc, par exemple, ce qu'on considérait comme une erreur hier peut devenir aujourd'hui un savoir. Et les objets de la science changent aussi. Donc, à un moment donné, c'était absolument pas inclus dans la médecine. Et puis, petit à petit, ça rentre dans la médecine allopathique. La définition des champs d'action est un sujet en soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut appeler la qualité de vie après un cancer? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que ce qui est dit représente la réalité? Est-ce que chacun a une différence qui fait que ce n'est pas transposable dans des études? Donc ça, c'est quand même assez compliqué aussi. Et puis, il y a toute la question de l'équité ou de la justice sociale. Toutes ces médecines ne sont la plupart du temps pas remboursées, presque toutes d'ailleurs, hein. Quelques mutuelles remboursent l'ostéopathie ou l'acupuncture. Et puis l'enveloppe qu'on a au niveau de la santé, au niveau de la sécurité sociale n'est pas extensible. Les coûts du cancer, du traitement du cancer sont déjà très élevés. Et donc on a du mal parfois à faire augmenter cette enveloppe pour des médecines complémentaires, même si on est convaincu que ça ferait du bien aux personnes qu'on soigne. Après, il y a une vulnérabilité des personnes, donc on peut quand même signaler qu'il y a aussi un risque d'abus avec j'ai envie de dire des gourous, enfin des gens qui vont happer des personnes en situation de vulnérabilité, proposer des choses avec de très hauts coûts qui ne sont pas prouvés. Et du coup, ça vaut le coup aussi là qu'on travaille ensemble pour pas que des personnes se laissent happer dans ces voies-là. On va garder un cap pour cette présentation. Je ne pourrais pas tout lister, bien sûr, et puis on n'aurait pas le temps. Les petites choses qu'il faut signaler pour toujours, c'est ne pas sombrer dans des excès, donc ni de notre part de dire ça ne sert à rien, etc., ni de la part de nos soignés d'essayer d'aller chercher partout et de façon très exhaustive. Il faut essayer de se centrer sur des choses qui pourraient être prouvées. Attends, on t'entend plus, Elisabeth. Elisabeth, il faut que tu réactives ton micro. Elisabeth, Elisabeth. Je crois qu'elle ne nous entend pas, je l'appelle, hein. Attention juste les participantes parce qu'on peut couper les micros des autres gens. Il faut faire attention à ne pas couper les micros des intervenants. Merci. La diapo d'après. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Mince. Je suis vraiment désolée, hein. Ah, ça y est. Est-ce qu'on est sur des aides quand on a quelques aides médicamenteuses ou médicales? En fait, il y en a très peu. Pour les bouffées vasomotrices, on a pu avoir une description sur la paroxétine, qui est un antidépresseur, mais qui peut être utilisé à petite dose. On est presque, oui, on est à un quart de dose de ce qui pourrait être utilisé en antidépresseur. Pour les atrophies vulvovaginales, il y a des lubrifiants, il y a l'ospémifène, l'intrarosa qui est de la prastérone en ovule, et puis donc d'autres choses, mais qui sont quand même déconseillées par l'AFSAPS parce que pas de preuves suffisantes. Et en revanche, il y a quelque chose qui devient intéressant et qui est bien publié, qui est le laser pour la rejuvénation vulvovaginale. Il a un effet thermique qui n'est pas ablatif et il stimule la revascularisation et la croissance des cellules qui font la trophicité de notre muqueuse.
Et du coup, il va corriger la sécheresse vaginale, l'atrophie, les troubles urinaires qui vont avec. Le problème, là encore, c'est que c'est à peu près 300 € pour une séance. Alors, parfois un peu moins, mais il en faut à peu près 2 ou 3 et que ça n'est pas remboursé non plus par la sécurité sociale. La fatigue, alors la fatigue, on a le ginseng en racine moulue, pas en extrait, 2 grammes par jour, au moins 8 semaines. Donc, pas très contraignant, mais à faire quand même. Avant de traiter la fatigue, il faut quand même essayer de savoir pourquoi elle est là. Donc, il peut y avoir des troubles du sommeil résiduels parfois avec l'anxiété, avec des troubles de la concentration qui ont eu lieu pendant la maladie, avec parfois, bien sûr, des signes de la série dépressive. Si vous voyez, on n'est pas obligé de les lire toutes pour gagner du temps sur le reste. Les recommandations de la Société canadienne de cancérologie, c'est presque du bon sens, hein. Donc, être actif physiquement, modifier les activités qui intensifient la fatigue, essayer de mettre les activités au moment où on a le plus d'énergie, hiérarchiser en décidant ce qui est le plus important à faire. Se reposer, limiter le stress, bien manger, méditer. Ça, vous allez voir que c'est un mot qui va revenir beaucoup dans la suite. Et puis, discuter avec un thérapeute. Alors, les Canadiens ne savent pas ce que c'est qu'un thérapeute, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler chez nous un psychothérapeute. Il y a d'autres formes, mais bon. Et concentrez-vous sur ce que vous êtes en mesure de faire et ce que vous n'êtes. Et au contraire, ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est un point important parce que si on regarde toujours ce qu'on ne peut pas faire, on se met en situation d'échec en fait. On met la barre très haut, on voit ce qu'on n'arrive pas à faire et on se met en situation d'échec. Alors qu'il est sûrement beaucoup plus intéressant de se concentrer sur ce qu'on peut faire et de se valoriser par ça. Et du coup, bien sûr, accepter qu'il y a un avant et un après cancer, du temps qui a pu passer avec les traitements. Par exemple, si on a eu 1 an de chimiothérapie et 4-5 ans d'hormonothérapie, il s'est quand même passé presque 6 ans et on n'est plus tout à fait la même personne quand on a presque passé une demi-décennie ou un peu plus. Pour les douleurs articulaires, l'irritabilité, les troubles du sommeil, donc il y a des médicaments en cure, des antalgiques, des patchs, il y a les huiles essentielles. J'en ai mis une, hein, j'ai pas d'action chez Sanofi, mais le décontractol est très, très apprécié et efficace sur les douleurs articulaires ou musculaires qui vont avec. Le phytalgique a été aussi proposé. Les oméga 3 et 6, le cérélis qui est de l'ocytocine avec un extrait purifié de pollen, le contrôle du poids de nouveau, l'activité physique adaptée dont le docteur Mangiardi vous a parlé, avec une façon de le quantifier. Et si vous voulez qu'on revienne là-dessus, on pourra revenir sur l'intensité ou la quantification des activités qu'on fait. La diapo d'après. L'APA, alors je pense que vous en avez vu tout à l'heure aussi, donc ça diminue la fatigue pendant et après les traitements, ça améliore le bien-être et le sommeil, ça augmente l'autonomie et ça diminue l'anxiété, ça améliore l'estime de soi, ça c'est important, et l'image corporelle, la sociabilité et le diabète par exemple qui peut être associé aux corticoïdes qu'on a mis avec les chimiothérapies. Donc voilà, c'est vraiment, on a beaucoup de choses qui sont menées depuis longtemps, depuis les années 2000 à peu près, et beaucoup de publications depuis les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment important de le considérer comme de la médecine. Il y a une méta-analyse sur l'activité physique adaptée, et donc on peut aussi se baser là-dessus en ce qui nous concerne. Ça, on peut passer, c'était parce que j'ai perdu du temps sur l'organisation. L'alimentation, donc privilégier une nutrition variée sans exclusion. On reviendra peut-être aussi là-dessus, hein. Les régimes excluants ne sont pas recommandés, nous ne les recommandons pas. Pauvre en graisse, en particulier en graisse animale, bien sûr, et en sucre. Alors, j'ai remis rapide, même si les diététiciens aujourd'hui et les nutritionnistes ont changé la nomenclature, hein, mais c'est pour la facilité de compréhension. Donc, les sucres rapides, hein, sucre contenu dans les pâtisseries, les confiseries, le chocolat non noir, voilà. Tout ça aussi dans la visée d'un contrôle du poids, bien s'hydrater, un apport correct en calcium et en vitamine D. Hein, la vitamine D doit être vraiment supplémentée pour avoir un taux correct. La place des compléments alimentaires est un petit peu plus discutée.
Et du coup, il y a aussi à vous recommander, et ça je le conseille vraiment à chaque fois, un jeune pharmacien qui a fait tout un travail sur la phytothérapie et la micronutrition pour pallier aux effets secondaires de l'hormonothérapie. Donc là, vraiment dans le sujet de l'hormonothérapie, suite à un cancer du sein hormonodépendant. Elle a travaillé toutes les données qu'on avait sur le plan scientifique et elle en a fait un livret thérapeutique pour l'accompagnement des personnes et à destination des pharmaciens d'officine. C'est un travail de 2018, donc qui n'est pas obsolète. Peut-être que tout n'est pas dedans avec 3 ans supplémentaires, mais qui est très intéressant. Et du coup, vous avez le lien sur cette diapo. Ça, c'est un gros travail passionnant. L'acupuncture. Alors, l'acupuncture, vous savez qu'il y a plusieurs types d'acupuncture, avec ou sans aiguille. Sur les arthralgies, les deux semblent efficaces. Attention parce qu'on en entend aussi beaucoup parler avec les chimiothérapies et sur le traitement et la prévention des neuropathies à la chimiothérapie, en particulier dans les cancers du sein. Il n'y a pas d'effet favorable en prévention. En revanche, il y a un effet positif dans le traitement une fois que la neuropathie est là, alors qu'on entend parfois l'inverse. On n'a pas de preuve que ça puisse être efficace en prévention. Et puis, il y a une étude pilote qui montre qu'un traitement de 8 semaines améliore significativement les symptômes sensitifs, donc les symptômes où on ressent des choses, soit une perte de sensibilité, soit une hypersensibilité, chez des personnes qui ont bien évidemment été traitées et qui sont vivantes longtemps après, avec des neuropathies légères ou modérées, pas sévères, donc quand ça n'atteint pas un seuil de sévérité. La diapo d'après. Contre la fatigue, l'acupuncture, on n'a pas de preuves certaines. Il y a des études positives, d'autres qui ont été négatives. Sur la durée des traitements, on ne sait pas trop non plus. Le nombre de séances par semaine, c'est pareil, c'est très très différent d'une étude à l'autre. Des traitements courts de 6 séances pourraient suffire. On a l'impression qu'au-delà dans la littérature, on ne trouve pas de bénéfices supplémentaires à continuer les séances ou à en rajouter. Je vous ai mis là aussi donc un type de publication qu'on a nous en 2018. Et en fait, il y a toute une revue d'études, donc c'est cet article-là, en faveur de l'efficacité sur les troubles physiques et psychiques après un cancer du sein et un traitement anti-hormonal. Ce n'est pas vraiment une méta-analyse. Une méta-analyse pour nous, c'est quand on prend toutes les études qu'on a dans un domaine et qu'on essaye de reprendre vraiment les données pour être sûr de leur fiabilité. Et à ce moment-là, on donne une conclusion non pas sur une étude, mais sur la totalité des études et des personnes qui ont été incluses ou intéressées par ces études. Donc, ce n'est pas simple parce que le niveau de preuve d'une série de méta-analyses dans ce type de traitement ne va pas être suffisant parce qu'on n'a pas assez de données ou parce qu'elles sont trop différentes les unes des autres. Alors qu'on a quelques études récentes qui, elles, disent oui ou non, mais quand on fait la somme de tout, on n'arrive pas à répondre. La diapo d'après, merci beaucoup. Il ne faut pas mépriser l'effet placebo. Je ne dis pas il ne faut pas négliger, mais bien sûr, il ne faut pas mépriser l'effet placebo, qui n'est pas un tabou. L'effet placebo, c'est un effet positif qui existe dans tous les médicaments, que ce soit l'aspirine qu'on prend pour une migraine ou que ce soit l'acupuncture, dans toutes les thérapeutiques. Et c'est qui sert vraiment à quelque chose, qui existe pour la plupart d'entre nous. Très peu de gens ne sont pas sensibles à l'effet placebo et qui en général s'épuise dans le temps. Il a une grande variation interindividuelle, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, il ne va pas être le même. Et par exemple, dans l'acupuncture sans aiguille, qui est sans aiguille mais qui est simulée, parce qu'il y a de l'acupuncture sans aiguille qui n'est pas simulée, elle a aussi des effets bénéfiques et bien sûr, ils vont s'épuiser dans le temps. Mais en miroir de l'effet placebo, il y a l'effet nocebo, donc quelque chose qui est ressenti avec des effets négatifs alors qu'il n'en a pas forcément sur le plan pharmacologique. Et c'est tout à fait intéressant de contrer l'effet nocebo quand on sait pourquoi ça vient, donc d'essayer de ne pas l'utiliser et d'utiliser l'effet placebo quand il existe. Il n'y a pas de tabou. Les thérapies cognitivo-comportementales, alors ça c'est très intéressant et c'est très à la mode entre guillemets. Ce qui est embêtant, on essaye de les travailler sur différents effets secondaires, les nausées, vomissements, les douleurs, la fatigue, l'anxiété, la dépression. On essaye de voir si elles ont des effets positifs sur la qualité de vie. En fait, il y a des problèmes d'échantillon et de méthodologie parce que souvent, c'est des échantillons tout petits, c'est-à-dire qu'on va faire des études sur 15 personnes où on va faire
Et du coup, là encore, nous, quand on essaye de faire des comparaisons, les méthodes ne sont pas les mêmes. Si vous prenez par exemple le Qigong, hein, qui est une thérapie intéressante, on a des données, mais elles sont très fragmentaires. Donc, on ne sait pas forcément comment les utiliser pour vous dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Et en fait, ce que vous ressentez est la première chose intéressante à noter. Et si ça fait du bien, ça fait du bien. Si vous avez l'impression que ça ne change pas les choses au quotidien, on peut arrêter en fait. Hein, mais on ne pourra pas nous vous dire oui, il faut recommander. On a vu, donc vous voyez, c'est des publications récentes hein, et dans des revues qui pour nous sont très, très reconnues et très sérieuses. Par exemple, là, une publication du Supportive Care, diminution des effets liés à la ménopause et à la perception des bouffées vasomotrices et la sudation nocturne après les cancers du sein. Ça, c'était une étude qui était en faveur de l'hypnose pour ces différents symptômes. Il y en a aussi pour le yoga, pour l'acupuncture, mais les données sont, je vous dis, très fragmentaires. Et je vous montrerai après ce qu'on peut faire en les synthétisant. Le Reiki, par exemple, donc pour vous donner un exemple, hein, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2015. Les études, elles existent depuis 1950, donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui vraiment a essayé d'être porté depuis très très longtemps. Il y a 3 études qu'on peut vraiment retenir, et dans ces études, eh ben, le nombre de personnes inclus est au maximum de 25 quand on a étudié Reiki et anxiété, de 17 pour la dépression, et on fait rentrer, et à peu près 20 autres avec l'une ou l'autre, c'est l'anxiété ou la dépression, mais où il y a trop peu de malades et beaucoup trop de choses à interpréter pour qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, vous voyez, pour nous, 25 pour l'anxiété, 17 pour la dépression, alors que quand on vous propose une chimiothérapie ou une hormonothérapie, elles sont testées sur des milliers de personnes, en fait. La diapo d'après. Alors, vers la médecine intégrative, parce qu'on aimerait bien sûr, intégrer toutes ces... Le Reiki, c'est peut-être une autre dame qui pourra vous répondre. Le Reiki, c'est une technique cognitivo-comportementale, en fait, avec une part de méditation, une part de travail sur soi. Pourquoi ? Alors, la médecine intégrative, on retient, on essaye donc de bien sûr la faire rentrer dans notre médecine à nous. Alors, on travaille nous avec des niveaux de preuves, hein, juste pour vous, voilà, des niveaux de preuve A, ça veut dire qu'on a des preuves très solides, B, c'est un peu moins solide, mais aussi un accord d'experts, et C ou au-delà, c'est qu'on n'a vraiment pas de données suffisantes et qu'on ne peut pas dire si c'est vraiment efficace ou pas. En grade A, ce qui est retenu pour le stress et l'anxiété et qui est très intéressant, et vous allez voir qu'on va nous s'y intéresser de plus en plus, c'est la méditation. Et par exemple, la méditation, c'est une thérapeutique complémentaire qui va arriver aussi en formant des médecins chez nous à l'Institut. En niveau B, pour le stress et l'anxiété, il y a la musicothérapie et le yoga qui sont donc reconnus parce qu'il y a des arguments scientifiques et parce qu'il y a des accords d'experts. Sur les troubles de l'humeur, on a de nouveau la méditation et les thérapies de relaxation. Et de nouveau, en niveau B, on a la musicothérapie, le yoga, les massages. Pour la fatigue, on n'a rien en niveau de preuve élevé ou moyen, donc A et B. En revanche, on a des preuves au niveau C, c'est-à-dire des choses où on ne peut pas dire grand-chose, il faut essayer, puis voilà. Mais c'est quand même peu scientifique. L'hypnose, le guarana, le ginseng, la L-acétylcarnitine qu'on propose de temps en temps dans des neuropathies aussi, l'acupuncture, le yoga. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire que nous, on ne peut pas l'accepter comme une thérapeutique au même titre que d'autres. Pour la qualité de vie, on a encore la méditation. Vous voyez, c'est quand même le maître mot qui traverse les médecines complémentaires. Elle est en niveau de preuve A dans toutes les études. En niveau de preuve B, on a le yoga. Et en niveau de preuve C, on a l'acupuncture, le qigong et la réflexologie. Pour les bouffées vasomotrices et les douleurs liées aux anti-aromatases, on n'a rien en niveau de preuve A et B. Et on a l'acupuncture en gros, enfin, presque sans niveau de preuve. Et pour les troubles du sommeil, on n'a rien en A et en B, comme la fatigue, et on a le yoga en C. Ça, c'est des liens que vous pourrez réavoir après, qui sont des liens actualisés vers des centres
reconnue hein, de traitement du cancer et qui inclut des thérapeutiques complémentaires ou ce qu'on appelle encore dans les pays anglo-américains de la médecine alternative, qui est un mot qu'on n'emploie plus tellement en ce moment parce qu'on voudrait dire en France non pas alternatif mais ensemble. C'est pour ça qu'on prend plus volontiers le mot complémentaire. Donc vous avez ces 3 liens actualisés où il y a vraiment beaucoup de documentation. Comment on peut choisir? Alors d'abord essayer de se départir d'un sentiment qui clive, hein, je vous l'ai dit dès le début. Donc essayer de part et d'autre de ne pas rejeter ou de ne pas en parler et essayer de ne pas être intolérant les uns vis-à-vis des autres, en pensant que les nôtres font du mal ou qu'elles font du bien, ou l'inverse, hein, que les nôtres font du mal dans le regard de certaines personnes soignées et que les thérapeutiques complémentaires pourraient faire plus de bien. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut partager les sources, partager le ressenti. Hein, je vous l'ai dit, quand vous utilisez une technique, même si nous, on ne peut pas prouver qu'elle est efficace, mais qu'elle vous fait du bien et qu'elle vide pas le compte en banque, ça paraît intéressant de les utiliser, bien évidemment. Parfois, ce qui manque, c'est un tout petit peu de temps et donc d'écoute aussi hein, sur les choses qui vous feraient du bien, sur le temps qu'on pourrait passer à répondre à des choses, à faire des séances de méditation, à avoir un peu plus d'hypnose. Voilà, on en a un tout petit peu, par exemple, chez nous sur Saint-Cloud, mais les rendez-vous sont très loin. Enfin, voilà, on n'est peut-être pas non plus encore pas assez d'offres, probablement. Les conseils aussi, hein, donc on va essayer bien sûr de structurer toutes ces aides et puis vous pouvez aller à la Maison des Patients et des Proches ou à l'Espace Héry sur Paris, donc Maison des Patients et des Proches à Saint-Cloud et Héry sur Paris. Il y a des consultations antidouleurs spécifiques où on va aussi vous adresser vers des acupuncteurs ou voilà. Il y a les soins de support, mais il y a aussi des gens qui peuvent être des personnes ressources à l'extérieur, bien sûr. Parfois, c'est aussi l'envie d'avoir une maîtrise sur ce qui se passe. Et ça, c'est un vrai sujet en soi. La maladie, c'est quelque chose qui nous échappe. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi venir perturber beaucoup le vécu quotidien. Et donc, si on a vraiment envie d'avoir la main sur son histoire et d'être actif, sans avoir besoin de s'en justifier auprès de qui que ce soit, on peut aller vers ce en quoi on croit, à la condition que parfois, évidemment, quand on va utiliser des produits, donc avec une efficacité pharmacologique ou des chemins pharmacologiques, en tout cas dans le corps humain, il faut essayer de le partager avec vos médecins parce qu'on a des choses qui sont contraires. Hein, certaines phytothérapies peuvent être contraires avec certaines hormonaux ou certaines chimiothérapies. Et ça, c'est vraiment important. Je vous avais remis ce petit mot de Nietzsche, hein, il y a 2 différentes sortes de personnes, ceux qui veulent savoir et ceux qui veulent croire. Et le monde est aux 2, c'est-à-dire qu'on peut être aussi les 2 à des temps différents, on peut être les 2 en même temps, enfin voilà, ça ne s'exclut pas. Je remets l'attention au prix, hein, je pense qu'il y a des dépenses dans les médecines complémentaires ou alternatives qui pourraient être vraiment utiles à d'autres postes de dépenses pour une personne malade. Par exemple, pour changer ses habitudes en cuisine, parfois pour trouver le moyen de partir marcher par période. Alors, je sais qu'avec la Covid, c'est un peu compliqué, mais d'aller marcher en montagne ou de faire des grandes randonnées, des choses comme ça. Ou pour trouver un coach sportif, enfin quelque chose qui a un coût et qui pourrait aussi aider beaucoup. Et puis, il y a aussi le problème du temps passé dans tous les rendez-vous. J'ai des personnes soignées qui me disent, voilà, être malade à temps plein, ça ne m'intéresse pas. Et si on multiplie trop les activités qu'on fait autour, sans être sûr qu'elles nous apportent toujours du bien, on multiplie aussi le temps qu'on passe autour de notre maladie. Je pense que c'est terminé. Alors, je regarde vos questions. Je crois qu'il y en a eu beaucoup déjà avant que j'arrête. Et je vais donc essayer de vous répondre. Ça s'arrête à donc, le Reiki. Alors, le scanner, c'était une réponse pour Manon, je pense. Donc, Manon, je te laisse répondre. Pourquoi ne pas faire un PET scan après 3 ans d'hormonothérapie et voir si l'on peut l'arrêter un peu plus tôt? Alors, normalement, j'ai répondu par écrit là pour l'instant. Je suis quasiment à jour. J'étais en train d'écrire à Catherine pour lui dire qu'elle était trop forte parce qu'elle s'est déjà quand même farci 2 ans de tamoxifène et 4 ans de Arimidex. Donc, bravo Catherine. Et on vous propose de continuer jusqu'à 10 ans. Et c'est parce que les études montrent que dans certains cas, et souvent c'est dans le contexte d'envahissement ganglionnaire, s'il y avait plusieurs ganglions malades sous le bras,
On propose de poursuivre jusqu'à 10 ans parce qu'on a vu que le bénéfice augmentait dans ce cas-là. Quand on poursuivait, un peu plus et étant donné que vous le tolérez bien, effectivement, on pense que la balance bénéfice-risque, elle est en faveur de poursuivre jusqu'à 10 ans. Pour l'instant, les études ne sont pas en faveur de poursuivre au-delà de 10 ans, parce qu'on risque d'augmenter les effets secondaires sans que le bénéfice, pour l'instant, soit suffisant pour prendre ce risque. Voilà, donc bravo Catherine, en tout cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous pouvez aussi maintenant, elle l'avait dit Sophie, vous pouvez allumer votre micro et prendre la parole, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Voilà.